Madame Agnès Canayer, bonjour. Vous êtes sénateur apparenté républicain. Vous êtes sénatrice depuis 2014 maintenant. Et vous êtes également conseillère communautaire pour Le Havre Seine Métropole et conseillère municipale à la ville du Havre depuis le 2008. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quelques mots votre rôle de sénateur ici ? Oui, bonjour, ravi de vous accueillir ici au Sénat. Alors effectivement, je suis élue au Sénat depuis septembre 2014, donc ça fait maintenant 8 ans, un peu plus même, ça passe vite. Donc le rôle du Sénat, c'est d'être une deuxième chambre à côté de l'Assemblée nationale. Nous votons la loi principalement, dans une vision qui est complémentaire de celle de l'Assemblée nationale. Je dis toujours qu'il n'y a pas d'intérêt à être un clone de l'Assemblée nationale, il n'y a pas intérêt à avoir deux chambres qui sont strictement identiques. C'est pour ça que nous, au Sénat, nous sommes élus par les élus, nous représentons les territoires et nous apportons notre vision dans l'élaboration de la loi. Et nous avons une deuxième fonction ici au Sénat qui tend à contrôler l'action du gouvernement et vérifier que le gouvernement adopte et met en œuvre les politiques pour lesquelles nous avons voté la loi. Et pour ça, nous avons des missions de contrôle, des missions d'information, nous proposons des questions d'actualité au gouvernement, des questions orales, bref, ou des questions écrites, toutes sortes de moyens d'obtenir des clarifications, des précisions sur la mise en œuvre de politiques. Vous combinez donc aujourd'hui le rôle de sénateur, conseillère communautaire, conseillère municipale, mais également de mère de famille avec 3 enfants. Comment vous combinez aujourd'hui tant de fonctions et comment vous arrivez à gérer tout cela avec votre vie de famille ? Alors, c'est vrai que entre le Sénat et ma vie d'élu havraise, il y a une complémentarité, parce que je vous disais que le Sénat représente les collectivités locales. Donc c'est vrai que ça me permet d'avoir un lien direct avec le territoire, ça me permet d'avoir un lien direct avec l'action portée notamment à la ville du Havre, au sein de la communauté urbaine Le Havre Seine Métropole. La conciliation avec la vie de famille, alors c'est vrai que j'ai de la chance d'avoir des enfants qui sont beaucoup plus grands aujourd'hui, donc qui sont relativement autonomes. Néanmoins, c'est vrai que l'engagement politique, et a fortiori quand vous avez un mandat national qui vous oblige à quitter votre domicile déjà 3 jours par semaine, eh bien ça impose des sacrifices parce que ça nous prend beaucoup de temps. Mais j'avoue que quand on est passionné, moi je fais de la politique parce que j'y crois, parce que j'aime l'engagement, parce que je suis aussi très investie dans de nombreuses associations qui me paraissent être un moyen aussi concret de faire avancer les choses. Et donc bien quand on a cette envie, eh bien c'est vrai que ces sacrifices on les accepte et ça se gère. Vous êtes maintenant depuis plus de 8 ans sénateur de la Seine-Maritime. Le rôle de la femme a beaucoup évolué aujourd'hui au sein de l'Assemblée nationale notamment, puisque les députés femmes sont maintenant beaucoup plus représentés, mais au sein du Sénat, ça reste encore une grande minorité. Comment vous trouvez que ce rôle de femme a évolué dans la politique aujourd'hui ? Alors ça progresse, même au Sénat. C'est vrai qu'on n'a pas de parité obligatoire, mais à l'Assemblée nationale non plus, puisqu'ils sont élus dans les circonscriptions. Et c'est vrai que ça dépend de la volonté démocratique, ça dépend de la volonté du peuple. Nous, c'est la même chose, on est élus par des élus, donc ça dépend aussi de la volonté de nos élus qui votent pour les sénateurs. Alors en Seine-Maritime, on est 6 sénateurs élus sur l'ensemble du département de la Seine-Maritime et nous sommes à parité égale. 3 femmes, 3 hommes. Et sur la liste que je conduisais en 2020, nous sommes 2 femmes et il y a 2 hommes. Donc on voit que la parité en Seine-Maritime, elle est réelle. Donc ça progresse, mais vous avez raison de souligner que peut-être que ça progresse pas assez vite. Peut-être qu'il faut aller plus vite. Mais moi je crois beaucoup que ça ne progressera que de 2 manières. La première, par une évolution des mentalités. Parce que c'est vrai aussi, on est dans une société qui était assez machiste au départ, que les femmes, les carrières des femmes, on voit sur le sujet d'actualité de la retraite, ne sont pas les mêmes que pour les hommes, puisqu'elles ont des contraintes familiales qui pèsent encore, même si dans les nouvelles générations, il y a plus d'égalité au sein des tâches familiales. Donc ça évolue, ça fait évoluer les mentalités, et je pense que ça ira dans le sens d'une plus grande représentation des femmes au sein de nos assemblées. Et puis la deuxième manière, c'est pour nous les femmes qui sommes élues, nous devons montrer régulièrement notre engagement, notre capacité à faire, notre volonté. Et je pense que là aussi, il y a une vraie complémentarité entre ce que nous faisons les femmes, comment nous portons les sujets et la vision des hommes. Et ça, c'est aussi à nous les femmes de prendre en charge ce combat, mais pas uniquement idéologique, par l'action, par ce que nous faisons au sein de nos mandats respectifs. Vous venez d'évoquer la réforme des retraites justement qui pour les femmes
Comme l'a souligné Franck Riester, le ministre chargé des relations avec le Parlement, il l'a évoqué sur Public Sénat, il a reconnu que les femmes étaient délaissées en quelque sorte par la réforme des retraites. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de ces déclarations? Alors, je pense que c'est un couac, dans la communication du gouvernement, et que le ministre chargé des relations avec le Parlement a été un peu emballé par ces paroles maladroites. Alors c'est vrai que sur la réforme des retraites, nous ici au Sénat, nous y sommes favorables. Nous pensons qu'il y a une nécessité pour sauvegarder des retraites pour tous, pour faire en sorte que tout le monde puisse avoir des retraites décentes et qu'on ait encore les moyens de financer ces retraites. Il faut allonger les cotisations et donc allonger la durée de travail. Et on pense que ce qui est préconisé aujourd'hui par le gouvernement, 64 ans avec 43 années de cotisation, c'est un bon équilibre qui sauve les retraites pour l'avenir. Il sauve les retraites, notamment pour les plus jeunes populations. Je rappelle que dans les années 80, il y avait 4 actifs qui travaillaient pour un retraité. Aujourd'hui, on est à 1,7 actifs. Donc on voit bien qu'on a inversé la tendance. Néanmoins, nous serons très vigilants parce qu'on voit bien qu'il y a des effets de bord dans cette réforme telle qu'elle est prévue aujourd'hui, notamment pour les femmes, pour les carrières longues, pour la pénibilité. Et ça, ce sera aussi l'apport que portera le Sénat pour faire en sorte que les femmes qui ont souvent des carrières hachées, parce qu'elles ont des obligations familiales, elles ont des grossesses, elles doivent éduquer leurs enfants, c'est souvent des temps partiels, c'est plus compliqué de trouver de l'emploi pérenne et CDIsé. Eh bien, pour ces carrières hachées, il faudra trouver des compensations à la hauteur de l'enjeu, et c'est ce que nous essaierons de faire ici au Sénat. Vous avez évoqué justement la mobilisation contre cette réforme qui a été très forte encore hier, le 31 janvier. Qu'est-ce que vous pensez de cette mobilisation, puisque les chiffres de la CGT nous annoncent plus de 2 millions de personnes, alors que les chiffres du ministère de l'Intérieur, 1,2 million de personnes qui se sont mobilisées contre cette réforme. Trouvez-vous cette mobilisation justifiée et logique ? Alors, d'abord, il faut toujours prendre le juste milieu entre les chiffres du gouvernement et les chiffres des syndicats. Donc je pense que la vérité, elle se situe un peu entre ces deux chiffres. C'est quand même une mobilisation importante, il faut le reconnaître. Ça pose plusieurs sujets et plusieurs questions. La première, c'est que quand on veut réformer, on voit bien que c'est difficile, et on voit bien notamment sur la question des retraites, on l'a vu en 2019, c'est toujours un sujet qui est complexe, et c'est un sujet qui suscite beaucoup de débats et beaucoup d'opposition. Alors que, je vous le disais auparavant, il y a quand même une nécessité de réformer aujourd'hui, et je pense que n'importe quelle réforme susciterait une vraie opposition, comme c'est le cas aujourd'hui, parce qu'il y a un peu un principe de ne pas réformer ce système des retraites. Et puis, le deuxième sujet, c'est il faut que les gens s'expriment. Il faut effectivement accepter cette expression dès lors qu'elle est contenue, dès lors qu'elle ne met en place qu'une liberté de manifester, qui est une liberté constitutionnelle. Mais je pense que c'est aussi la conséquence d'un défaut de pédagogie, d'un défaut d'explication et d'un défaut de compréhension de la réforme des retraites. Et c'est pour ça que nous avons tous collectivement un travail à mener de pédagogie auprès des Français. La mobilisation qui a augmenté entre le 19 janvier et le 31 janvier, on a vu aujourd'hui, deux nouvelles dates sont déjà annoncées, dont le 11 février. Pensez-vous que cette mobilisation peut encore se développer ? Oui, elle peut se développer à la fois en nombre et à la fois dans la forme. On l'a vu, des mobilisations beaucoup plus difficiles. Moi, je suis élu d'un territoire qui est un territoire de combat syndical. Au Havre, on a une forte représentation syndicale qui est liée à l'activité portuaire et qui est historique. Il est arrivé qu'ils mobilisent plus, il est arrivé qu'ils aient des manifestations de leurs revendications beaucoup plus fortes, notamment d'un point de vue des libertés, en bloquant des usines, en bloquant des dépôts de carburant, en bloquant le port du Havre, notamment. Le risque, c'est qu'on tombe dans ces dysfonctionnements qui mettraient à bas l'économie française et qui seraient catastrophiques. À un moment donné, on se relève tout juste après le Covid, après la crise sanitaire. On voit aujourd'hui que véritablement, il y a un risque, et il faut que le gouvernement soit extrêmement attentif. Un des absents de ces mobilisations, ça a été les jeunes. Aujourd'hui, les jeunes se mobilisent peu en politique. Que pensez-vous de ce délaissement envers la politique nationale qui ne les intéresse plus du tout ? C'est un vrai sujet.
C'est un vrai sujet d'inquiétude parce que non seulement il n'y a pas de mobilisation dans la représentation des jeunes, mais il n'y a pas de mobilisation dans les urnes non plus. Il y a une forte abstention chez les jeunes et ça, c'est un sujet qui nous préoccupe et sur lequel nous essayons de réfléchir et de trouver des solutions. Aujourd'hui, il n'y a pas de solution miracle. Moi, je ne crois pas beaucoup à l'évolution des modes de choix avec un vote par Internet, un vote numérique, électronique. Je pense que ça ne changera rien. Le problème est beaucoup plus fondamental. C'est comment sensibiliser les jeunes et leur faire prendre conscience des enjeux. Alors je pense que ça passe par une éducation plus importante, une éducation civique au fonctionnement des institutions, aux enjeux électoraux, pour qu'ils puissent prendre conscience de la nécessité de faire des choix. D'autant qu'en général, aux élections françaises, on a cette chance d'être dans une démocratie où il y a souvent pléthore de candidats. Donc il y a le choix entre les différentes convictions, il y a le choix entre les différentes sensibilités. Mais aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a une vraie difficulté. Et puis il faut dire que les mouvements sociaux, les réseaux sociaux aussi surtout, n'aident pas à donner de la lisibilité, de la clarté dans ce que font les politiques. Et parfois, ça manque de sens concret et donc ça ne crée pas le lien naturel entre les jeunes et la politique. Quel conseil aurez-vous à donner aujourd'hui à un jeune qui souhaiterait vraiment s'investir en politique et se lancer là-dedans ? Qu'il s'engage. Il y a des partis politiques, il y a des groupes de réflexion, il y a des associations d'étudiants, des associations de tout genre qui permettent aux jeunes de s'exprimer et de faire part de leurs revendications. Et à la rigueur, même s'ils ne trouvent pas, qu'ils créent eux-mêmes leur propre association pour faire entendre leur voix. Mais ça demande du temps. Ça demande de l'engagement, ça demande de la volonté. Et moi, je conseille à tous les jeunes de trouver leur place. Et s'ils ne la trouvent pas, de la prendre et de se donner les moyens. Et ça, c'est vraiment un engagement personnel que doit mener chaque jeune. On ne peut pas attendre que tout vienne et n'être que dans une opposition systématique. Il faut aussi, et c'est pour ça que moi je me suis engagée aux politiques, il faut aussi donner de soi, donner de son temps si on veut que les choses évoluent et pas attendre que les autres le fassent à notre place et ne pas être là simplement pour contester, pour s'opposer. Donc agir, et c'est ce que je conseillerais aux jeunes. Vous êtes sénateur apparenté le groupe Les Républicains. Vous avez soutenu en 2022, lors de l'élection présidentielle, Madame Valérie Pécresse, qui est arrivée avec un score faible pour un grand parti comme Les Républicains. Qu'est-ce que vous pensez aujourd'hui de l'avenir de ce parti politique ? Alors moi je ne suis plus chez les Républicains pour plein de raisons, et d'abord parce que je suis élu du Havre, d'un territoire, et donc j'ai une proximité avec Édouard Philippe, même si je ne suis pas aujourd'hui membre de son parti politique, parce que j'appartiens ici au Sénat à une majorité sénatoriale qui n'est pas dans la majorité présidentielle. Alors je comprends, c'est un peu compliqué, c'est un peu touchy, c'est pas très clair, mais bon, en tout cas une chose est sûre, c'est que comme je suis élu de mon territoire, je suis là pour avant tout représenter les élus de mon territoire, et donc c'est ma proximité avec le Havre fait que c'est ce qui donne du sens à mon engagement. Sur les Républicains, je ne pourrais pas porter de jugement parce que n'étant pas dans le parti, c'est toujours facile de critiquer quand on n'est pas dedans. Je ne suis pas sûr qu'aujourd'hui ils soient dans la voie de la reconstruction. Mais ça, c'est un sujet vaste. La difficulté qu'on rencontre, mais sur la droite en général, c'est la difficulté à trouver un leader, quelqu'un qui emmène. Moi, je crois beaucoup en Édouard Philippe et à sa capacité à être un homme d'État. Mais voilà, l'avenir dira comment cela se structurera. Et on a vraiment besoin aujourd'hui d'avoir ce leader-là. Il nous a manqué lors des dernières élections présidentielles. J'espère que lors de la prochaine élection, on aura ce leader capable d'emmener derrière lui pour mettre en place les réformes qui sont nécessaires pour la France et emmener, comme vous disiez tout à l'heure, les jeunes pour leur donner de l'espoir et leur montrer qu'il y a une voie au sein de nos institutions françaises. Vous venez de signaler que vous avez donc quitté les Républicains car vous étiez plus proche également du parti Horizon, le parti d'Édouard Philippe. Le parti d'Édouard Philippe, qui on le rappelle aujourd'hui au Sénat et à l'Assemblée nationale, est rattaché au parti présidentiel Renaissance. Trouvez-vous que du coup, au sein des Républicains, il y a beaucoup plus désormais de proximité avec le parti présidentiel ? Il y a beaucoup d'élus, de partis politiques dénoncent ces liens entre les Républicains et le parti présidentiel, puisque on le rappelle, les principaux groupes d'opposition, le Rassemblement national et la NUPES, font souvent entendre leur voix, mais on n'entend que très rarement les Républicains s'opposer au gouvernement.
Alors, c'est pas tout à fait vrai. Les Républicains s'opposent et il y a un nombre de dispositions que nous ne votons pas. Mais l'opposition, elle n'est pas forcément uniquement dans les médias, dans des espèces de prises de position iconiques qui font du bruit pour exister et montrer que l'on a une existence. Nous, au Sénat, ici, on est dans l'opposition au gouvernement et je peux vous dire que nous faisons part de cette opposition en modifiant un certain nombre de textes et en ayant une opposition constructive qui fait avancer les choses. Moi, je ne crois pas à la force d'une opposition systématique, une opposition, passez-moi l'expression, mais de grande gueule, qui crie plus fort et font la une de tous les médias. C'est pas comme ça qu'on construit, c'est pas comme ça qu'on avance. Et c'est pas du tout le parti pris que nous avons ici au Sénat, alors que nous sommes dans l'opposition, je le rappelle, au président Macron et au gouvernement. Mais cette opposition, elle se fait aussi par des avancées, parce que nous considérons que c'est comme ça que nous aurons une véritable voix. Et c'est pas en ayant des positions radicales que nous ferons avancer les choses. En tant que conseillère communautaire désormais de la ville de Le Havre Seine Métropole et en tant que conseillère municipale, vous avez pu voir le grand développement de la ville du Havre pour les étudiants aujourd'hui, avec vraiment un nombre d'établissements croissants, de nouveaux campus, beaucoup d'étudiants en plus par rapport aux années précédentes. Qu'est-ce que vous pensez de ce développement et qu'est-ce que vous pensez qui manque au Havre désormais pour devenir une des villes importantes pour les étudiants et une des villes demandées pour les étudiants? Alors c'est vrai que je vois ça d'un œil tout à fait favorable et même très engagé. J'ai enseigné longtemps à l'université du Havre, donc c'est vrai que j'ai été toujours très impliqué au niveau de l'université et je pense que ce soit l'université ou que ce soit les écoles qui forment le campus du Havre, c'est très important d'avoir une vie étudiante dynamique et ça c'est le nombre aussi d'établissements, c'est le nombre d'étudiants qui favorise ce dynamisme. Mais encore faut-il être attractif. Alors on met en place les moyens en créant un campus de centre-ville à proximité de la gare, à proximité des lieux aussi de vie étudiante, parce qu'il faut étudier, mais il faut aussi profiter un peu de la vie quand on est jeune, donc d'où l'importance de cette vie étudiante qu'on accompagne fortement à la ville du Havre. Ça, c'est un enjeu qui est fondamental. Ce qui manque aujourd'hui pour développer l'attractivité de la vie étudiante, c'est peut-être de nouvelles filières. On n'a pas beaucoup de filières médicales, par exemple. On n'a pas beaucoup de filières, peut-être, sur des compétences plus techniques. Donc ça, je pense qu'il faut développer des filières qui correspondent aujourd'hui en matière de développement durable, d'environnement, qui correspondent aux attentes des jeunes. Ça, c'est une première chose. Et puis, on a un talon d'Achille quand même au Havre, qui reste la ligne de train et qui reste la liaison ferroviaire, ce qu'on appelle la LNPN, la ligne nouvelle Paris-Normandie. Et je pense que véritablement, si on arrivait à avoir des cadencements réguliers, si on arrivait à avoir un train qui rapproche Le Havre de Paris, eh bien on gagnerait fortement en attractivité des jeunes, des étudiants et des familles plus globalement. Quand on parle avec les étudiants autour de nous aujourd'hui, beaucoup disent que le cadre vie au Havre est peut-être moins bien que dans certaines villes en termes de vie étudiante. Non pas en termes de nombre de formations, mais vraiment en termes de la qualité de la vie. Que pensez-vous qu'il manque pour que vraiment les étudiants aujourd'hui se sentent vraiment épanouis comme dans des villes comme Toulouse? C'est difficile pour moi de répondre parce qu'il y a longtemps que je ne suis plus étudiante et j'avoue avoir eu aussi une vie étudiante riche quand j'étais à la fois à Rouen ou à Paris après. Moi, je suis mal placé. Il faudrait demander aux étudiants eux-mêmes quels sont leurs besoins, quelles sont leurs attentes. Si ce n'est pas des formations adaptées qui correspondent à leurs souhaits, est-ce que c'est évidemment une vie étudiante plus riche, alors plus de, je sais pas, de boîtes, plus d'associations sportives, plus de cafés, plus, je sais pas. Mais c'est aussi toujours pareil, c'est la quadrature du cercle. C'est-à-dire que pour clairer ce dynamisme de la vie étudiante, il faut que les étudiants soient là et qu'ils s'impliquent. Et parce qu'il y a quand même aussi un enjeu commercial. Les bars n'ouvrent que s'il y a des gens pour venir boire des coups. Donc il faut que les étudiants aussi s'inscrivent et viennent dans ces établissements et créent cette vie étudiante. Moi, ce que je vois de l'extérieur, hein, mais là aussi, n'étant malheureusement plus étudiante depuis bien longtemps, c'est que le jeudi soir, il y a quand même une certaine vie étudiante au Havre. On voit que les bars sont pleins, on voit que ça fourmille, et ça, c'est plutôt positif et ça donne du baume au cœur. Vous l'avez souligné, les jeunes sont très préoccupés par l'écologie aujourd'hui. Est-ce que, selon vous, ce débat, ces préoccupations écologiques que les jeunes sont touchés, sont assez prises en compte au sein des débats nationaux? Écoutez, de plus en plus. Alors c'est vrai qu'on part de loin, vous savez.
je vais pas vous raconter ma vie, mais c'est vrai que dans mes études, j'ai fait, fin des années 90, un DEA droit de l'environnement. Donc, et à l'époque, c'était lunaire, et c'était des sujets qui relevaient plus du militantisme que véritablement d'une conception collective. Aujourd'hui, on voit bien quand même que ce sujet est collectivement pris en compte, il est abordé, que c'est un sujet qui touche, et on le voit de plus en plus dans nos débats. On vient de voter des textes de loi fondamentaux sur la transition écologique, sur le nucléaire, sur des sujets qui véritablement sont des sujets qui projettent pour l'avenir et qui sont essentiels pour notre planète. Et on en a subi des crises encore cet été avec le réchauffement climatique. On voit aujourd'hui qu'il est vraiment là. Et donc il faut prendre des mesures. Et ce qui m'impressionne aussi, c'est le nombre de collectivités locales. Je dis, le Sénat, on est là pour présenter les communes. Et quand je vois le nombre de communes qui, dans leurs projets, mettent en place des politiques en faveur du développement durable et de la transition énergétique, qui, dès qu'ils conçoivent aujourd'hui un bâtiment, il est forcément aux normes. Il y a forcément soit du photovoltaïque, soit du réseau de chaleur, soit tout type de techniques qui permettent d'être généralement en autonomie en termes d'énergie, ou utiliser des matériaux recyclables, eh bien je vois que ça avance, ça progresse et on est sur le bon chemin. Vous le savez, la situation aujourd'hui en Iran est très compliquée, avec de nombreuses exécutions qui ont lieu contre des manifestants qui s'engageaient contre le pouvoir en place. Vous avez soutenu ces personnes, vous vous êtes engagé aujourd'hui à soutenir la révolte contre le pouvoir en place. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire sur ce qui va arriver dans les prochains mois selon vous? Est-ce qu'on peut arriver à enfin renverser ce régime comme le voudraient les nombreux manifestants? Oui, ça serait idéal. Ça serait idéal, parce qu'on voit bien qu'aujourd'hui en Iran, on est dans un régime totalement attentatoire aux libertés, avec des exactions fortes à l'encontre de ceux qui manifestent et à l'encontre des Iraniens eux-mêmes. C'est vrai que j'ai soutenu grâce à une sénatrice qui est extrêmement engagée ici au Sénat, qui est Nathalie Goulet, qui porte cette cause-là. Aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il y ait une mobilisation générale, mais la solution, elle ne viendra que de l'Iran lui-même. On ne peut pas s'ingérer comme ça dans les affaires intérieures d'un État. Il faut soutenir les Iraniens et les Iraniennes. Néanmoins, c'est le renversement du pouvoir en Iran qui fera avancer les choses. Et ça, malheureusement, nous n'avons pas beaucoup de moyens, sauf à faire part de notre total soutien aujourd'hui. Madame la sénateur Agnès Cayet, je vous remercie de nous avoir accordé ce temps et je vous remercie d'avoir répondu à nos questions. C'est un vrai plaisir et le Sénat vous est ouvert. Je suis ravie de vous accueillir ici. Merci à vous.